Bienvenue dans le balado Debout du Nord, épisode unique qui vient rassembler les personnes et organismes engagés autour de l'étude Renforcer le leadership des femmes francophones du Nord. Nous avons l'honneur d'avoir de nombreuses personnes invitées qui viendront partager leurs témoignages. Mais tout d'abord, commençons par le début, en introduisant le sujet avec nos intervenantes. Charlie Rose du Yukon, Maric du Nunavut et moi-même, qui avons ou travaillons activement sur ce projet dans les 3 territoires. Débutons avec toi, Charlie Rose. Peux-tu te présenter brièvement et nous dire pourquoi ce projet était important et nécessaire au niveau panterritorial et aussi pour le Yukon? Bonjour, mon nom est Charlie Rose Pelletier. J'utilise les pronoms elle. Je travaille au sein de l'organisme Les Essentiels au Yukon, où j'œuvre comme coordonnatrice de projet en égalité des genres. Selon moi, ce rapport de recherche-là était vraiment nécessaire puisque, en fait, il y a très peu de recherches qui sont faites sur les femmes francophones du Nord. Elles sont aussi vraiment beaucoup représentées dans les recherches qu'on a pan-canadiennes. Donc, pour moi, cette recherche-là vient vraiment mettre en lumière les conditions de leadership, puis d'autant plus aussi des intersections que les femmes francophones peuvent vivre dans le Nord, que ce soit au niveau de leurs origines ethnoculturelles, leur langue, l'intersection aussi au niveau du genre. Donc, très nécessaire comme recherche. Et toi, Maric, si tu pouvais te présenter brièvement et répondre justement à la même question, pourquoi ce projet était nécessaire et important pour le Nunavut? Alors, bonjour, mon nom est Maric Remeden. Je travaille à l'Association des francophones du Nunavut. Je suis gestionnaire de la petite enfance et formatrice. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur ce projet panterritorial très intéressant. Pour nous ici, l'importance de ce projet au Nunavut, c'est comme l'a dit Charlie Rose, il y a très peu de recherches qui ont été faites sur les femmes francophones. Et aussi ici, il y a énormément de roulement de population dans les femmes francophones de Nunavut. Fait que c'était intéressant d'avoir une image à l'instant T. Je suis Sandy Redon, j'utilise le pronom elle, coordinatrice de projet sur le projet Femmes et égalité des genres pour les territoires du Nord-Ouest. Et pourquoi, en tout cas, cette étude était vraiment importante pour les territoires du Nord-Ouest, c'est qu'il y a eu un forum communautaire, notamment en 2022. Et ce forum communautaire, les personnes, en tout cas les franco-ténoises, demandaient à ce qu'il y ait une collecte de données, justement, pour avoir des données probantes sur les besoins, les enjeux, en tout cas autour des femmes francophones, mais aussi des minorités de genre dans leur ensemble. Donc c'était vraiment un sujet, en tout cas, qui animait la communauté depuis quand même un certain nombre d'années. Et donc le projet était vraiment extrêmement bienvenu, en tout cas quand cela nous a été présenté par les essentiels du Yukon. Donc Charlie Rose, au niveau panterritorial et au niveau du Yukon, quelle a été la participation du coup à cette étude? Quand même très bonne. En fait, là, au niveau des femmes, des personnes qui s'identifient comme femmes francophones, à travers les 3 territoires, on a eu 122 contributions, ce qui est énorme, ce qui est en fait inégalé dans d'autres rapports de recherche pan-canadiens. Donc, on était extrêmement contente de savoir qu'il y avait un engouement pour cette recherche-là. Il y a 7 personnes qui s'identifient comme alliées aussi, chose qui était importante pour toutes nous, pour toutes les coordonnatrices du projet. Puis ensuite, on a 15 organisations francophones à travers les 3 territoires également qui ont participé à la recherche. Donc, assez contente du résultat. Et pour le Yukon, c'est quoi le niveau, en tout cas, de participation que tu as pu voir? Au niveau du Yukon spécifiquement, donc on a 32 personnes qui s'identifient comme femmes qui ont participé, avec 2 personnes comme alliées qui ont participé. Et toi, Maric, pour justement le Nunavut, ça a été quoi les taux de participation, puis l'engouement autour de cette étude? Je dirais que nous, on a eu de la difficulté à mobiliser dans un premier temps, notamment parce qu'on n'avait pas de regroupement de femmes francophones. Je pense qu'on referait la recherche aujourd'hui, on aurait plus de participation. Mais on a eu 15 femmes qui ont participé à l'étude, majoritairement des femmes âgées de 35 à 44 ans. Ça a été un défi de les rejoindre, mais toutes les informations qui nous ont été données ont permis de dresser un meilleur portrait de la communauté des femmes francophones ici au Nunavut. Pour les territoires du Nord-Ouest, ça a été aussi un peu complexe au départ, mais plutôt dû à une sursollicitation en fait
des personnes qui, effectivement, avaient demandé cette étude, mais d'un autre côté, se disaient on est très sollicité. Puis, est-ce que finalement, ça va aboutir sur des actions concrètes, puisqu'on vient beaucoup nous chercher sur des collectes de données, mais on voudrait voir si concrètement ça va donner quelque chose. Donc, on a 53 femmes qui ont participé, 5 personnes alliées, et du coup, 4 organismes francophones. Donc, c'est finalement, en bout de course, c'est vraiment une très belle participation. Puis, on sent qu'il y a un engouement, puis que ça a conduit à beaucoup de dynamisme au niveau pan-territorial, puis au niveau local aussi dans le territoire. Mais justement, on en vient à, quand on parle d'actions concrètes, finalement, c'est quoi les résultats clés à retenir de cette étude, puis qui justement conduisent à l'action actuellement au niveau pan-territorial, mais aussi dans chaque territoire. Donc Charlie et Rose, du coup, ce serait quoi, selon toi, les résultats clés de cette étude à retenir au niveau pan-territorial, puis au niveau du Yukon? Je vais commencer par un peu les facteurs psychosociologiques, peut-être, qui ont été vraiment comme des grands constats à travers les 3 territoires, qui étaient, entre autres, la charge mentale. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui s'identifient comme femmes vivent au niveau de leur vie quotidienne. Puis ensuite aussi, l'espèce de cumul, en fait, des différents rôles que les femmes vont jouer. Donc, par exemple, on va parler de personnes qui vont être impliquées au niveau des conseils d'administration, vont jouer un rôle important aussi comme administratrice dans la communauté, plus être peut-être un rôle de mère. Donc, c'est comme la combinaison de tous ces rôles-là joués en même temps qui font vraiment comme créer cette charge mentale-là. Donc, il y avait ça. Il y avait également peu de politique en équité, diversité et inclusion dans les 3 territoires. A été vraiment un constat aussi majeur dans nos territoires, finalement. Ensuite, difficulté à desservir en dehors des grands centres urbains ou des capitales. Ça aussi, ça a été un constat assez important de la recherche. J'ajouterais aussi les prochains défis en termes de crise climatique. Je crois que c'est quelque chose qui a déjà comme impacté la communauté francophone en général, un peu plus les femmes francophones de par où ils se positionnent dans leur intersection. Puis on peut déjà faire des projections que dans le futur, en ayant plus de crises climatiques qui vont arriver dans nos territoires, on peut imaginer que ça va avoir encore des impacts sur les femmes francophones. Et est-ce que tu vois certaines choses spécifiques pour le Yukon, en tout cas dans l'étude, ou certains éléments qui t'ont plus frappé, en tout cas pour le Yukon? Oui, au niveau du Yukon, ce qui me... Comment je dirais ça? C'est pas que j'ai été nécessairement frappée parce que, en fait, au niveau du profil ou au niveau du paysage du leadership en ce moment au Yukon, c'est majoritairement des personnes qui s'identifient comme femmes, qui sont à la tête d'organisations, qui sont à la présidence de conseils d'administration, etc. Donc, on a quand même une bonne représentation au niveau personnes qui s'identifient comme femmes. Toutefois, c'est un profil qui est assez homogène. Donc, on parle de personnes qui sont majoritairement entre 25 à 50 ans, qui viennent majoritairement, qui sont d'origine comme canadienne, française, québécoise ou européenne. Ce qui fait en sorte qu'on observe une espèce de dynamique où le phénomène un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est plus difficile pour des nouveaux profils d'intégrer les sphères de leadership dans notre communauté. Donc ça a été vraiment comme pas une découverte parce que c'est quand même assez visible, je pense, dans notre communauté. Mais une belle découverte de la recherche a été de savoir, surtout chez les jeunes, de savoir que justement les sphères où les jeunes pouvaient pratiquer leur leadership étaient quand même assez limitées. Donc on parle beaucoup d'organismes communautaires et éducation dans le fond. Donc des endroits de leadership où c'est traditionnellement féminin. Mais quand on parle, par exemple, de femmes qui s'identifient comme femmes en sciences, par exemple, ou en développement durable, ben là, on voit qu'il n'y a pas encore ces réseaux-là, peut-être, de développer. Donc, c'est intéressant d'avoir cet angle-là par rapport à la recherche. Marie, au Nunavut, c'est quoi, selon toi, les résultats clés, justement, de cette étude qui ressortent? Les femmes, elles ont beaucoup d'enjeux qui sont des enjeux systémiques, le service de garde, le logement. Fait que ça, c'est sûr que c'est important. Je dirais la différence au Nunavut qui ressort, c'est l'isolement, du fait de la situation géographique, mais aussi du fait de la
la petitesse de la communauté. Fait que ça, c'est un enjeu qui ressort. Puis l'autre enjeu, je dirais, c'est que les femmes, on va voir, elles ont des possibilités d'avoir des positions de leadership, mais on voit à quel point elles ne sont pas supportées quand elles entrent en position de leadership. Pour les territoires du Nord-Ouest, on voit aussi qu'il y a des éléments qui se recoupent au niveau pan-territorial, donc avec le Nunavut puis le Yukon. On pense notamment à tout ce qui est accès d'infrastructures qui est quand même très problématique, dont j'ai envie de dire l'enjeu principal qui est le logement. On dit souvent au territoire du Nord-Ouest qu'il faut mieux trouver un logement avant d'avoir trouvé un emploi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez complexe. Puis moi, ce qui m'a en tout cas beaucoup touché dans le cadre de l'étude, c'est notamment des femmes issues de l'immigration avec leurs enfants, donc qui sont des mères isolées, qui n'arrivent pas à accéder au logement dû au prix, puis ça engendre un certain nombre de problématiques, en tout cas en termes de charge mentale. On parle beaucoup de la charge mentale, mais ça vient renforcer encore. Puis ça vient renforcer dans le sens où ces personnes-là, après, ont du coup des difficultés à accéder à des postes de leadership parce qu'il n'y a plus non plus l'énergie une fois qu'il faut vraiment gérer, j'ai envie de dire, tous ces éléments-là. Il y a aussi le questionnement, je pense, qui est ressorti au niveau des territoires du Nord-Ouest, où on a vu vraiment des profils très diversifiés qui ont participé à l'enquête. Puis justement, on a vu que la question de l'intersectionnalité n'était pas forcément toujours comprise ou prise en compte, ou en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être vulgarisé beaucoup plus facilement, parce que c'est aussi des concepts, puis tout le monde ne baigne pas dans ces concepts-là, mais en fait, tout le monde les comprend quand on utilise justement des mots qui sont aussi accessibles pour tout le monde. Puis en fait, finalement, tout le monde est d'accord pour travailler sur cette question en fait, de l'intersectionnalité qui va aussi dans le sens finalement de la compréhension des besoins puis du bien vivre ensemble. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui a été assez forte. Puis on a vraiment un questionnement, en tout cas au niveau des territoires du Nord-Ouest, qui est la mobilisation de la jeunesse. Il y a plusieurs en tout cas sujets qui sont ressortis. On a eu la chance quand même d'avoir plusieurs personnes qui appartiennent à la jeunesse qui ont participé, puis ils nous ont quand même ressorti un certain nombre d'éléments qui vont vers l'inclusion, où justement ces personnes ne se sentent pas toujours incluses dans la communauté. Puis je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a différentes générations qui ont participé à cette étude, puis finalement tout le monde en vient à la conclusion qu'il faudrait un dynamisme intergénérationnel, puis c'est comme ça aussi qu'on va entraîner des actions, j'ai envie de dire, positives. Donc je dirais que c'est ça les éléments clés ou les résultats clés, puis c'est là-dessus qu'on travaille au territoire du Nord-Ouest, et notamment on essaye d'embarquer le plus grand nombre, puis surtout aussi d'avoir le support des autres organismes francophones, puis justement aussi au niveau pan-territorial, on trouve ça vraiment intéressant, la dynamique qui du coup se développe. Donc moi j'ai envie de vous dire un gros merci à vous d'avoir participé, puis d'avoir posé la table à cet épisode Debout du Nord. Et maintenant que le décor est posé, il est temps de laisser la parole aux témoignages des personnes des différentes communautés des 3 territoires. Nous aurons la chance tout d'abord d'échanger avec des femmes francophones ayant participé à l'étude, puis des organismes francophones volontaires, aussi des personnes alliées, et enfin les 3 directions générales des organismes partenaires de cette étude. Comme promis, nous accueillons des femmes francophones qui ont participé à l'étude. Elles nous offrent le cadeau très précieux de lever l'anonymat pour partager leurs perceptions et leurs pensées dans le cadre de cette étude, renforcer le leadership des femmes francophones dans le Nord. Ainsi, nous avons le plaisir d'échanger avec Annie du Nunavut, Angélique du Yukon et Roxane des territoires du Nord-Ouest, dans le cadre de Debout du Nord. Annie, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour justement nos auditeurs et nos auditrices et nous expliquer pourquoi tu as participé à cette étude ?
Donc, je m'appelle Annie Larocque. Je suis directrice générale de la commission scolaire francophone du Nunavut depuis 1 an et demi maintenant. Et pourquoi j'ai décidé de participer à cette étude-là? Quand on m'a approché ici pour me demander si ça m'intéressait, c'est sûr que je trouvais le concept intéressant. Je m'étais jamais arrêté sur cette notion-là de leadership dans le Nord. Est-ce que c'est différent du leadership qui se passe au Sud? C'est une question qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là pour me rendre compte que on était quand même dans une particularité. Le Nord, c'est particulier. Donc, automatiquement, ton leadership est différent de ce que tu fais au Sud d'au Nord. Donc, je me suis dit, on n'est pas beaucoup, on n'est déjà pas beaucoup dans les territoires, donc on est encore moins de femmes en position de leadership. Donc, je me suis dit que j'allais participer à cette étude-là parce que je trouvais ça important. Je trouve important d'apporter ma contribution là aux recherches comme ça, à la science, aux données, si on peut faire avancer le sujet. Puis en même temps, ben c'est sûr que moi, il y a des femmes qui m'ont servi de modèle. Que je me suis dit, wow, elles sont fortes, elles sont déterminées, c'est vraiment intéressant ce qu'elles font. Donc, on ne sait jamais l'impact qu'on a sur les autres parce qu'il y en a qui l'ont eu sur moi. Alors, je me suis dit, ben pourquoi pas, si ça peut inspirer d'autres personnes, allons-y. Roxane, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire pourquoi tu as participé à cette étude? Moi, je suis originaire de l'Est ontarien et ça fait 37 ans que je vis à Yellowknife. Et ça fait, je dirais, 37 ans que je fais du bénévolat au sein de la francophonie à divers niveaux. Je suis psychologue agréée de formation. Je suis présentement en cabinet privé, mais aussi en fin de carrière. Donc, en tant que francophone, l'étude m'interpellait beaucoup parce que, bon, peut-être plus à titre de bénévole et aussi parce que je trouvais que c'était une bonne façon de rencontrer d'autres femmes, de faire des liens sociaux, d'apprendre des autres femmes dans toute leur diversité et aussi de contribuer là ce que je pouvais au niveau des défis, des joies. Quand on parle d'entrepreneuriat au féminin, ben ça vient avec plein de choses. Je pense des choses intéressantes, des défis, mais aussi des choses de fun, de belles choses. Alors, j'avais le goût de m'imprégner pendant une journée dans ce colloque qui a eu lieu, cet atelier, et aussi voir un peu ce qui se passait dans les deux autres territoires nordiques. Alors, ça m'intéressait de voir, géographie variable peut-être, mais je suis certaine qu'il y a plein de choses qui se recoupent. Et puis, je trouvais que c'était une bonne façon, si vous voulez, de poursuivre une certaine formation en continu ou éducation en continu. Et puis, j'ai super apprécié mon temps passé avec toutes ces femmes. C'est Angélique Bernard. Je suis originaire de la Rive-Sud de Montréal, mais ça fait 31 ans que j'habite au Yukon. Je suis traductrice de formation, actuellement journaliste à l'Aurore boréale. J'ai été présidente de l'Association franco-yukonaise, j'ai été commissaire du Yukon et je fais beaucoup de bénévolat dans la communauté francophone.
Et ma raison pour avoir participé au projet, c'est que j'ai été la première employée des Essentiels de 1996 à 2001. Donc, tout le côté féministe me tient à cœur. Puis, je pense que c'est important de faire valoir nos expériences avec le leadership au féminin à plusieurs niveaux. Soit au niveau communautaire, niveau politique, niveau gouvernemental. Puis aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet aussi. Puis en tant que territoire, on est souvent pas mis dans les études au niveau national parce que notre échantillon est trop petit. Donc là, c'est important de faire partie d'une étude pan-territoriale avec les 3 territoires pour vraiment avoir des données les plus justes possibles, puis voir comment on peut avancer avec ça après. Quel est le levier ou l'obstacle majeur quand on échange justement sur le leadership des femmes francophones dans le Nord? Moi, je pense que je suis vraiment bien positionnée pour parler d'un des leviers qui est l'éducation. Donc, en étant à la direction générale d'une commission scolaire francophone, j'ai vraiment entre mes mains tout ce que ça prend pour que justement l'éducation devienne un levier pour ce leadership-là, que ça soit en servant tout simplement de modèle, donc en disant aux jeunes filles, oui, c'est possible d'atteindre des postes de leadership et dans le Nord aussi, et en francophonie, milieu minoritaire. Donc, ça, je crois que c'est un des leviers. Ensuite de ça, il y a toute la solidarité de la communauté francophone, puis la proximité aussi de la communauté quand on a besoin de quelque chose, quand on est un peu mal pris, on peut compter sur les gens de la communauté francophone ou, je vais dire, de la communauté d'Iqaluit, là, en général. Ici, il n'y a jamais personne qui va laisser personne mal pris. Donc, ça, je crois que c'est vraiment un levier là, en tant que les deux francophones. Et femmes. Il y a des choses que j'ai mis dans les obstacles pour me rendre compte que finalement, non, c'était des leviers. Tu sais, cette particularité-là qu'on vit dans le Nord, qui est qu'on est dans des organisations qui sont très exigeantes parce qu'on s'attend à beaucoup de nous. On s'attend à un sans faute. On s'entend que ça fonctionne, mais on n'a pas les mêmes moyens autant au niveau du personnel que tout le reste que dans le Sud. Donc, pour faire fonctionner une organisation de la taille d'une commission scolaire, quand je suis arrivée en poste, j'avais une personne dans mon équipe, mais il fallait que je la fasse fonctionner, cette commission scolaire-là. Donc, ça que je pourrais dire, c'est un obstacle, j'ai pas d'employés, c'est difficile. Mais au contraire, je trouve que c'est un levier incroyable. Ma courbe d'apprentissage a été fois 1000 ma première année. Puis aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissante de ça parce que j'ai pu faire l'ensemble, voir en tout cas l'ensemble des tâches, ce qui n'aurait pas été possible du tout dans le Sud et qui a permis de développer un leadership encore plus grand. Ça, ben, c'est sûr que c'est pas mal juste dans le Nord là, que tu peux voir ça. Donc, je crois que ça crée vraiment des occasions uniques ici qu'on verra pas ailleurs. Puis ça dépend juste de toi. Tu peux le voir comme un obstacle ou tu peux le voir comme un levier. Puis moi, je le vois vraiment, toutes ces opportunités-là d'apprentissage et de développement, je les vois comme des leviers. À part ça, si je regarde par exemple les obstacles, c'est sûr, puis je suis sûre que tout le monde va te dire la même chose, l'isolement. L'isolement n'est pas facile. Autant au niveau familial, si
si ta famille décide que pour eux, vivre à Iqaluit, c'est pas leur trip, ben, tu te retrouves seul. Dans mon cas, ben, ma conjointe est venue, mais quelques mois, parce que elle a vu assez vite que non, finalement, c'était pas son trip à elle. Donc, à ce moment-là, l'isolement est pas facile. Puis c'est sûr qu'en plus, on est une communauté francophone. Donc, si tu veux socialiser en français, il y a pas beaucoup de monde, puis dans mon cas, la plupart, c'est mes employés. Donc, socialiser avec mes employés non plus, ce n'est pas l'idéal. Donc, tu te retrouves vraiment dans un isolement qu'il faut que tu brises par d'autres moyens. Donc, il faut que tu aller à la rencontre des gens, que tu fasses du sport. Dans mon cas, c'est le sport qui me permet de rencontrer d'autres gens ailleurs que la communauté francophone parce que sinon, c'est trop restreint puis je peux pas me permettre là, de cette socialisation-là avec mes employés. Fait que ça, je te dirais que c'est vraiment un des obstacles. Le reste, bon, c'est un peu au niveau organisationnel, là, tout ce qui est équipement, Internet, ça, je sais pas comment c'est chez vous, là, mais chez nous, c'est très, très... c'est un réel obstacle. Mais on fait avec. Regarde, s'il fonctionne pas l'Internet, ben... Donc, on fait autre chose, puis on revient quand ça fonctionne. Donc, il faut vraiment faire avec les éléments, parce que les éléments sont plus gros que nous, on les contrôle pas. Donc, il faut passer par-dessus. Mais je pense que ma conclusion, c'est que tous les obstacles, je pense que ils peuvent devenir tous des leviers si on décide qu'on veut que ces occasions d'apprentissage-là nous fassent grandir comme femmes leadership francophones dans le Nord. Angélique, c'est quoi selon toi le levier, l'obstacle majeur quand on échange justement sur ce point du leadership des femmes francophones dans le Nord? Pour moi, le levier, l'obstacle, je dirais, c'est un manque je sais pas si c'est nécessairement un manque de confiance en soi, mais c'est un genre de dévalorisation de nos réalisations. En tant que femme, on pense souvent que qu'est-ce qu'on fait n'est pas important, mais moi, je dis tout le temps, un engagement communautaire, c'est aussi important qu'un engagement politique. Quand on s'engage dans notre communauté, c'est ça qui fait avancer les choses. Donc, on est souvent, j'ai pas fait tant de choses que ça. Ma contribution est pas si importante que les autres, peut-être. Donc, je pense que c'est cette idée-là on s'engage, mais on pense pas que qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on apporte est important. Puis ça, je pense, ça peut-être empêcher certaines femmes de s'engager, de dire, si je fais juste une petite contribution, ça sera pas aussi important qu'une personne qui est présidente, disons, d'un organisme, mais chaque personne a quelque chose à apporter. Et justement, toi, Roxane, par rapport à ça... Ah ouais, c'est quand même une question assez vaste et complexe, je pense. J'ai l'impression que oui, pour le manque de confiance, tout à fait. Ou encore, j'ai pas d'expérience là-dedans, j'ai jamais fait ça. Mais ce qu'il manque peut-être, c'est des modèles de rôle. C'est une championne, c'est quelqu'un qui va pouvoir, de façon quand même informelle, donner du mentorat, donner une certaine quelque chose, quelqu'une à émuler, aussi partager. Quelqu'une qui pourrait partager ses recettes ou enfin son expérience vécue, de sorte à habiliter ou à rendre plus confortable ou encore plus aisé pour ces femmes-là qui, je pense, ont le goût de s'impliquer. Mais je pense que l'engagement communautaire, pour parler du bénévolat, ça se développe. C'est un goût qui s'acquiert. Et je pense que si
si on avait des personnes sur place ou peut-être plus de personnes sur place, justement, qui font ce genre de, sans être du lobbying, mais tu sais, qui vont recruter, qui vont peut-être euh, donner des petites entrevues informelles ou enfin des ateliers là-dessus informels, un genre de formation pour les femmes que ça intéresse, mais aussi parce qu'on sait que c'est du leadership, en tout cas. Faire du bénévolat puis prendre des postes de direction, enfin des postes importants là où la prise de décision est faite, c'est du leadership et ça s'acquiert, mais je pense que peut-être l'encadrement est peut-être le plus grand facteur problématique. Enfin, pour ce qui est des TNO, ou peut-être plus. Et on le remarque, moi je l'ai remarqué dans d'autres, dans des comités, dans des mouvements pan-national, pan-canadiens, c'était souvent ça qui revenait, les chefs de file sont où? Les champions, les championnes sont où? Oui, il y en a, mais c'est tellement... euh, euh, les effectifs sont peu nombreux. Je pense que la valorisation de ces gens-là, parfois, fait défaut. Alors, il y a peut-être ça à regarder aussi, là. C'est sûr qu'il y a plein d'affaires. Il y a pas juste des obstacles, mais c'est pas le seul obstacle. C'est pas la seule problématique. Il y en a plein. Mais c'est ressorti lors du colloque. Puis c'était super intéressant pour ça. Mais je me dis, peut-être de façon, je sais pas, là, systématique, je me dis, il faudrait peut-être commencer là. Euh, Puis tout ce qui est dans les rapports que j'ai lus là-dessus, euh, c'est vrai, c'est plein de bon sens. Mais tu sais, tu demandes qu'est-ce qui est le plus peut-être probant comme problème. Moi, je dis ben peut-être qu'il faut commencer là. C'est quoi ta vision d'avenir sur ce sujet, mais aussi sur tout ce qui est équité, diversité, inclusion plus? Les territoires et aussi le Nunavut là, dans lequel je suis sont vraiment un beau terrain de jeu pour tout ce qui est l'équité, diversité, inclusion. Premièrement parce que on vit sur une terre inuit, donc il y a toute cette culture-là inuit qu'il faut connaître, qu'il faut respecter et je pense que pour la respecter, il faut la connaître, il faut comprendre de où ces gens-là viennent, qu'est-ce qu'ils ont passé au travers et tous les démarches qu'ils ont fait là, pour en venir à leur territoire à eux. Je pense aussi, comme dans les deux autres territoires, la venue de l'immigration est très importante. Donc, on se retrouve avec une diversité culturelle que j'avais même pas vue au sud. Donc, il y a ce mélange-là des valeurs inuites, des valeurs canadiennes et des valeurs des gens qui viennent d'outre-mer. Donc, c'est comment on fait pour s'assurer que chacun ait sa place, donc que chacun se sente accepté avec ses valeurs, qui sont en lien avec les valeurs organisationnelles, bien entendu. Puis comment chacun, c'est ça, peut se développer. Donc, à l'école, comme par exemple à la commission scolaire ici francophone, on s'est rendu compte que oui, il y avait c'était pas beaucoup abordé équité, diversité, inclusion. Donc, on voulait s'assurer que notre école soit une école bienveillante et sécuritaire. Donc, cette année, ça a été vraiment un
nos champs de bataille, si tu veux. Là, ça a été vraiment un de nos projets de s'assurer que tout notre personnel recevait de la formation en équité, diversité et inclusion pour s'assurer que tout le monde comprenne bien, que tout le monde se sente outillé pour accueillir tous les élèves, peu importe leur origine, peu importe leur orientation sexuelle, peu importe leur identité de genre, s'assurer qu'on ait tous les bons outils pour s'assurer que nos élèves se sentent bien dans la classe, parce qu'on sait que l'école, c'est souvent, ça doit être un milieu sécuritaire parce que c'est, pour certains, c'est la seule place où est-ce que c'est sécuritaire. Donc, il faut s'assurer que notre personnel est bien outillé pour les accueillir et pour faire grandir là, ces futurs leaders-là, là, qui soient peu importe leur identité de genre, c'est nos futurs leaders qu'on a entre les mains. Donc, c'est à nous assurer là, qu'on met tout en place pour vraiment les faire grandir. Donc, l'école a un rôle important. Au niveau de l'EDI, l'équité, diversité et inclusion. Et moi, en tant que leader de cette commission scolaire francophone-là, mon rôle est d'autant plus important de m'assurer que notre école est vraiment une école sécuritaire, inclusive et bienveillante. Je pense tout de suite au recrutement de personnes qui ont quelque chose à contribuer, ce qui est à peu près tout le monde. Je pense aux femmes qui ont des parcours différents et variés, diversifiés, qui ont d'autres expériences, qui viennent d'ailleurs. Équité, diversité, inclusivité, tu sais, dans ce genre-là. Et je me dis, bon, il y a un recrutement à faire, peut-être comme si on avait une carte de membre, exemple, tu sais, clencher là-dessus, et une formation informelle, peut-être une formation plus formelle, puis tranquillement, plus t'impliques de monde, plus t'engages de femmes, ben tu changes les perceptions, tu changes les biais conscients et inconscients, tu changes, tu sais, tu attaques les mythes qui sont autour de nous, souvent autour de nous, puis tu fais une certaine éducation comme ça sur le terrain et tu démontres par la force des choses, par les petits bons coups que c'est possible, que ça marche, que ça fonctionne, le bouche-oreille. Puis c'est vrai que c'est souvent le bouche-oreille dans des endroits comme ici, petits. Angélique, c'est quoi ta vision d'avenir justement sur ces sujets d'équité, diversité, inclusion, égalité des genres? L'éducation, la formation continue, la démystification du concept d'équité, diversité, inclusion, accessibilité, ça peut paraître gros pour certaines personnes d'organismes, surtout quand c'est des bénévoles qui font ça en plus de leur travail rémunéré. Je dis, bon, pourquoi on mettrait du temps en tant qu'organisme sur ces concepts-là? Mais d'avoir de la formation, d'éducation, et ça se fait aussi en ce moment avec les groupes de femmes qui accompagnent les groupes communautaires et bénévoles pour créer des politiques sur le DIA+, et ça va être important. Après ça va être s'assurer que ces politiques-là sont mises en œuvre, parce que c'est beau faire des politiques, mais si ça reste dans un cahier de politique et il y a personne qui suit ça. Je pense aussi c'est d'être conscient de la diversité des gens, d'être ouvert aux différences de gens qui siègent. Expérience personnelle, quand je suis devenue présidente de l'association franco-yukanaise, j'avais un jeune de 1 an et j'étais enceinte de mon 2e. Et je me suis fait dire assez souvent, oh, je sais pas si tu vas être assez bonne pour être présidente et être maman en même temps. Donc, d'expliquer que oui, c'est possible de faire les deux. Aussi bien être maman qu'être présidente d'une association à but non lucratif. Donc, de dire que c'est pas juste une voie qu'on peut emprunter pour être présidence d'un organisme. On peut combiner les deux.
Et c'est sûr que ça demande de l'appui de la communauté, mais donc juste c'est ça, de pas penser que c'est juste un modèle ou un style de personne qui peut être dans un poste de leadership. Il y a plusieurs personnes, puis aussi avec l'immigration, de s'assurer d'aller chercher des gens issus de l'immigration pour siéger à nos conseils d'administration ou même travailler dans un organisme, parce que ça amène une différente façon de voir les choses, puis ça permet d'avoir ces discussions-là sur comment on peut avancer ensemble. À présent, écoutons le témoignage d'un organisme francophone volontaire à l'étude. En effet, c'est pas moins de 15 organismes francophones volontaires sur les 3 territoires qui ont participé à l'étude « Renforcer le leadership des femmes francophones du Nord ». Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Marie-Chantal des territoires du Nord-Ouest pour son témoignage en tant que représentante d'un des organismes volontaires dans Debout du Nord. Bonjour Marie-Chantal, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter aussi ton organisme ? Bonjour Sandy, je suis Marie-Chantal Ngoïluga et je coordonne le projet Femmes immigrantes des territoires du Nord-Ouest au sein du CDTNO qui est le Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest. Pourquoi ton organisme il a participé à cette étude, pourquoi c'était important, puis finalement, quelles conclusions vous en retenez comme organisation ? Ma foi, participer à cette étude nous a été important pour nous en tant qu'organisme francophone dans les territoires du Nord-Ouest, justement parce que nous avons, entre autres, pour mandat d'accueillir des nouveaux arrivants et de veiller à ce que les francophones et surtout les femmes francophones dans les territoires du Nord-Ouest puissent trouver leur place. Et cette étude, justement, nous permet d'avoir également une bonne base de données pour savoir quel est l'impact que nous avons au sein de la communauté francophone, pour savoir aussi pour savoir aussi si notre place de leader dans les territoires du Nord-Ouest apporte un plus aussi à la communauté dans laquelle nous sommes. Quel rôle, en tout cas, selon toi, les organismes et puis les organisations ont dans les transformations sur l'égalité des genres, puis l'équité, diversité, inclusion plus ? Nous rassurons, par exemple, que l'inclusion ou alors la diversité ne restent pas des concepts. La place de la diversité et de l'inclusion est prépondérante dans les échanges, aussi bien entre le personnel que les clients ou alors les populations que nous recevons au quotidien. Donc, je pense que les organismes jouent un rôle important dans les transformations. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou quelque chose qui te semble important à souligner? Comme je l'ai dit tantôt, à l'entame, je coordonne un projet pour femmes immigrantes au territoire du Nord-Ouest. L'un des défis, par exemple, la clientèle que je reçois rencontre, c'est le transfert des compétences de ces personnes immigrantes quand elles arrivent. Je vous donnerai par exemple le cas d'un médecin formé à l'étranger qui arrive et voilà, qui doit se réinventer. Or, ce serait pas mal de pouvoir avoir d'autres options. Nous apportons en tant qu'organisme communautaire des micro-formations, mais ma foi, c'est parfois challengeant de voir un professionnel, quelqu'un qui a des compétences, une femme qui a été leader dans son pays d'origine, arriver et ne pas être en mesure concrètement de pouvoir transposer ou alors essayer avec quelques adaptations bien sûr,
d'avoir également accès à des postes de leadership aussi, bon, peut-être pas aussitôt, mais voilà, c'est des limitations systémiques, mais voilà, c'est quelque chose que je voudrais, par exemple, pouvoir s'améliorer, pouvoir avoir un transfert de compétences moins rigide que ce que nous avons en ce moment. Je souhaitais aussi remercier les 15 organismes francophones volontaires qui ont participé à l'étude, puis qui justement sont comme toi, puis comme ton organisme dans cette lancée ou dans cette continuité, j'ai envie de dire, de transformation, de travail, d'action pour plus d'égalité et d'équité des genres, plus de diversité, inclusion, équité, plus aussi. Donc c'est extrêmement important, puis... je tenais notamment avec mes collègues à remercier l'ensemble de ces organismes qui œuvrent au quotidien, puis qui sont vraiment essentiels aussi à la vitalité de nos territoires. C'est avec enthousiasme que nous terminons la partie des témoignages de Debout du Nord par les personnes alliées. Ces personnes alliées ont participé à l'étude Renforcer le leadership des femmes francophones du Nord. Si vous vous demandez qu'est-ce qu'une personne alliée, vous aurez la chance de le découvrir grâce à nos deux invités. Sans plus attendre, nous avons la chance d'accueillir deux personnes alliées actives, Christian et Nicolas des territoires du Nord-Ouest. Bonjour à vous deux. Christian, est-ce que tu pourrais du coup te présenter et nous dire pourquoi ce projet était important pour toi? Mon nom est Christian Higua, je suis de Yellowknife et pour moi, ce projet était important parce que, mais surtout en tant qu'allié, je pense que c'est important de soutenir les personnes en quête d'équité. Puis une des meilleures façons de faire, c'est de participer justement à des activités de recherche, à des activités de sondage, puis de contribuer le mieux possible, partager le peu de connaissances qu'on a, puis essayer de voir comment tout ensemble on peut avancer vers une meilleure société pour tout le monde. Donc pour moi, c'était très important d'y participer, autant en répondant au sondage qu'en répondant aux différentes initiatives qui vont y suivre, qui l'ont suivi et qui vont y suivre, et que j'ai hâte de voir aussi où est-ce que ça nous a apporté et comment je peux continuer à contribuer de ma façon. Et toi, du coup, Nicolas, tu veux te présenter rapidement, puis aussi nous apporter justement tes éléments sur pourquoi ce projet était important. Oui, je me présente. Moi, c'est Nicolas Petkovic. Je suis aussi situé à Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest. Et en fait, oui, je m'enligne pas mal avec Christian sur ça, surtout pour ce qui est d'aller chercher des solutions, d'aller chercher des initiatives dans le futur, mais aussi, je pense qu'il est important de mettre l'emphase sur la réalité nordique dans les difficultés, puis aussi dans la situation du leadership pour les femmes ici. Puis comme ça, ça peut justement donner des outils particuliers dans ce contexte-là. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais rajouter là-dessus de mon côté. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas dans cette étude, qui se demandaient et qui se demandent toujours c'est quoi une personne alliée, puis comment on définit justement le rôle d'une personne alliée. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir vos points de vue aussi sur cette question-là. Puis Nicolas, si tu pouvais justement nous dire, toi en tout cas, c'est quoi ton point de vue sur cette définition? Oui, en fait, moi, j'ai deux aspects, selon moi, dans ma vision d'une personne alliée. Le premier aspect, ça serait vraiment quelqu'un qui va s'informer, en fait, qui va aller chercher des informations pour savoir comment il peut aller venir en soutien. Puis bien sûr, quelqu'un qui va venir en soutien lorsque nécessaire, puis comme lorsqu'il peut aussi, que ce soit dans des événements, que ce soit dans des mouvements, peu importe. Le deuxième aspect, ça serait vraiment de créer un environnement ouvert où est-ce que les gens ils peuvent partager leur expérience, s'épanouir, puis aussi justement comme se sentir bien que ce soit dans des positions dans les amitiés, dans les relations ou dans les positions de leadership justement dont le sujet qu'on parle. Je pense que c'est ça vraiment pour moi les clés d'un rôle d'allié. Christian, justement par rapport à ce que vient de dire Nicolas, comment toi tu définirais le rôle d'allié justement?
Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que Nicolas a expliqué. Vraiment, pour moi, être allié commence avant tout par l'écoute. C'est une écoute active, être présent. Après ça, il y a un côté où tu dois justement te déconstruire d'une certaine façon, parce qu'on est tous, on a tous des billets, on a tous, euh, c'est des, on a tous une historique en fait qui est attachée à nous, et que des fois, ça peut être une historique justement qui est sexiste, qui est antiféministe et autres. Donc, je pense qu'en tant qu'un allié pour les femmes, c'est aussi se déconstruire un peu qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on pense être, ou puis après s'informer, s'ouvrir, puis surtout, je pense le plus important que je pense qu'il faut mettre en avant, être un allié, c'est pas être parfait, c'est s'essayer. Je pense que tant que tu t'essayes et que tu as cette ouverture justement de d'apprendre, de recevoir cette critique-là, de demander des questions, de demander demander des questions, mais en même temps savoir s'éduquer, parce qu'il faut pas non plus commencer à mettre le fardeau de l'éducation et de l'accompagnement sur les personnes qui vivent ça. Donc, être allié, c'est un peu tout ça. Je pense qu'il y a plusieurs étapes à être allié. Puis peu importe où tu peux te retrouver dans cette étape-là, tu es un allié. Mais je pense que c'est toujours essayer d'avancer en laissant la place, surtout en tant qu'un homme, justement, ben, c'est donner la place aux femmes de s'exprimer, créer cet espace pour eux aussi. Si tu es dans un espace où ils ne peuvent pas justement rentrer, des fois, c'est ouvrir la porte pour ces discussions, ouvrir la porte pour cet espace-là. Puis lorsque c'est le temps, ben, de savoir se reculer, puis donner cet espace-là aux personnes qui vivent tous les jours, puis d'être vraiment à l'appui, en fait. Moi, je pense que le synonyme que j'irais avec allié, c'est allié, appui, support. Donc, vraiment rester là à supporter selon qu'est-ce qu'ils ont besoin et pas selon qu'est-ce que nous, on pense qu'on a besoin. Tu sais, ne pas retourner dans ces schémas-là patriarcal et voire colonial de vouloir même s'approprier le mot allié, puis s'approprier c'est quoi être allié, mais laisser les personnes qui vivent ces réalités-là, nous décrire aussi c'est quoi une personne alliée pour eux, puis s'adapter à eux. Donc, ça peut changer. Si une personne peut dire, moi, je veux juste quelqu'un qui m'écoute, une autre personne peut être là à dire, ben moi, je veux que la personne vienne avec moi, on marche, puis que, tu sais, qu'il n'y a pas juste des femmes, qu'il y a des hommes aussi à ces marches-là qui demandent des changements. Puis c'est s'adapter selon les personnes. Si une personne veut juste parler, tu l'écoutes. Si la personne veut que tu ailles manifester avec elle, que tu as la capacité de pouvoir faire ça, tu vas le faire avec elle. Donc, c'est ça. Support, puis flexibilité, je dirais. C'est quoi, Christian, ta position pour impliquer le plus grand nombre et puis finalement engager des changements systémiques? Parce que les changements systémiques nécessitent que le plus grand nombre, justement, se mette en mouvement. Je pense que c'est une très bonne question, parce que je pense qu'on a définitivement des problèmes à mobiliser les gens, surtout même pour des causes. Tu sais, on a de la difficulté à mobiliser les gens pour des activités ludiques. Donc, c'est encore plus difficile de mobiliser les gens pour des activités, que je peux dire, des activités qui ne sont pas nécessairement, qui ne te touchent pas directement. Tu sais, justement, quand on parle d'allier, là, une activité, aller faire une marche, c'est pas quelque chose qui te touche directement, mais c'est quelque chose que, tu sais, avoir des personnes, avoir des hommes, avoir des personnes qui sont différentes, qui montent là, ça montre qu'il y a une solidarité, puis il y a un réel besoin de changement systémique. Donc, je pense que avant tout, il y a, je dirais peut-être l'éducation qu'il y a autour, tu sais, sensibiliser les gens à la cause, ouvrir aussi. Je pense que c'est ça encore, comme un peu, comme je disais, sans nécessairement mettre le fardeau sur les personnes. Je pense peut-être aux organisations ou encore les personnes qui travaillent directement dedans, d'ouvrir un peu l'espace aux personnes, peu importe là où ils sont rendus dans leur cheminement d'eux-mêmes et leur cheminement d'être un allié, de participer quand même, de comprendre aux personnes qui écoutent. Viens puis apprends. Ouvrir cet espace-là. Puis après ça, peut-être aussi sortir des chantiers normaux de mobilisation, devenir un peu plus créatif sur comment mobiliser les gens, justement peut-être utiliser des personnes pour rejoindre d'autres personnes. Est-ce qu'on peut justement utiliser les personnes alliées là, les personnes alliées sont là, c'est peut-être plus facile pour un homme de rejoindre un autre homme pour qu'il vienne dans une activité que directement une personne qui vit ça. Puis en même temps, ça permet d'enlever justement ce poids-là t'es à la fois la victime, l'éducateur, l'accompagnateur. C'est beaucoup de rôles à tenir des fois pour une personne. Donc peut-être impliquer justement ces personnes alliées, impliquer les organisations, les personnes qui sont au pouvoir, rappeler, utiliser les médias, utiliser les médias sociaux et autres. Mais je pense que ça reste quelque chose qui est assez difficile, puis que
qu'il faut juste s'adapter au jour, puis faire des essais-erreurs parce que justement, chaque communauté est différente, encore plus dans le Nord, où tu peux pas appliquer ce qu'on peut appliquer dans les centres urbains, par exemple. Donc, c'est aussi s'adapter, s'essayer, faire des erreurs, puis recommencer, puis juste ne pas laisser tomber, puis juste continuer à essayer, quoi. Et Nicolas, c'est quoi, toi, en tout cas, ta vision pour impliquer le plus grand nombre, puis engager justement des changements systémiques? Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec Christian sur plusieurs de ces points, en fait. Puis ça tourne pas mal autour de ça aussi. Ce que je voulais, par contre, rajouter, c'est que c'est quelque chose qui est quand même assez difficile, surtout où est-ce qu'on est au Canada. On a tellement des gens avec plein de visions différentes, puis ça peut tout le temps aller clasher, comme qu'on dit. Puis moi, je pense que la meilleure façon, c'est quand même d'essayer d'aller accepter les gens puis aller chercher dans petit. On peut aller chercher dans nos groupes d'amis, aller chercher les gens qu'on connaît, puis comme essayer d'aller chercher, voir qu'est-ce qu'eux ils en pensent, puis après ça, les faire embarquer que ce soit pour militer ou juste discuter, bref, partager. Je crois que ça commence tout le temps par le petit comme ça, puis oui, il va tout le temps avoir des personnes qui vont être en désaccord, mais il faut l'accepter, puis comme passer par-dessus ça. Je pense que je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire pour pouvoir aller chercher des changements durables au long terme, là. Parce que malheureusement, je pense pas que tout le monde va être en accord, surtout pas au Canada, mais petit à petit, comme que dit Christian. C'est quoi la recommandation clé pour vous, puis ce que vous retenez de votre expérience d'allié jusqu'à aujourd'hui, et la vision que vous avez de ce sujet-là comme personne alliée? Une recommandation que moi je peux donner, autre que ne pas se laisser, décourager, ça serait surtout d'aller essayer d'aller chercher un suivi, justement, puis que ce soit dans un projet long terme, un projet moyen terme, essayer d'aller voir à long terme, mais c'est quoi que ça va faire, c'est quoi les changements que ça peut amener, puis après ça, comme ça, on va pouvoir, que ce soit ajuster la formule ou avoir des données concrètes pour pouvoir présenter ça, justement, et amener des changements qui vont être plus concrets, puis durables, puis même systémiques dans un futur. Je pense que c'est un conseil que je peux donner, c'est d'aller vraiment partir des projets comme ça. Puis dans un sens, on commence petit, comme pour justement l'appliquer, comme que tu le dis. Et puis c'est ça, comme moi, dans ma vision dans tout ça, je trouve que c'est important d'avoir justement des communautés qui sont plus inclusives et diversifiées, surtout dans le communautaire où est-ce que moi je travaille. Je pense que avoir des gens qui sont différents, ça va permettre de justement desservir plus de personnes différentes. On donne un peu tout le temps de soi dans le communautaire, puis je pense que c'est important d'aller trouver des façons de rendre tout le monde à l'aise, confortable, pour pouvoir être actif dans sa communauté. Fait que tout ça, c'est un peu ma vision derrière tout ça. C'est quoi, Christian, ta recommandation, ta vision, ou en tout cas ce que tu voudrais porter comme message pour finir? C'est surtout en termes de vision, qu'est-ce que je pense que j'ai une vision où on a un Nord, on a un territoire qui est de plus en plus inclusif, un territoire qui ouvre sa place à plus en plus de diversité, de différentes opinions, de différentes façons de faire. Je pense que on commence justement à recevoir plus de personnes immigrantes, on commence à recevoir plus de personnes diversifiées, puis on a aussi une grande population autochtone. On a aussi justement énormément de problématiques qui touchent les femmes, qui touchent les femmes qui sont tuées, violées, etc. On a énormément de problématiques. Je pense que une vision que j'ai, c'est une communauté qui reconnaît avant tout ces problèmes-là. C'est une communauté qui reconnaît que les femmes n'ont pas autant de leadership qu'ils devraient avoir. Ils ne sont pas aussi impliqués. Une communauté francophone qui reconnaît ça et qu'on reconnaît aussi les talents des gens, parce qu'il y a des gens qui nous viennent de partout avec des talents peut-être académiques, mais aussi des talents non académiques qui sont tout aussi importants. Je pense que moi, j'ai une vision d'un futur qui est plus inclusif, d'un futur qu'on prend plus en considération les différents aspects de la personne, qu'on ouvre les différents espaces, justement, les espaces de leadership. Je pense au CA, je pense à des
les postes d'influence qui sont un peu dans la communauté francophone et même au-delà, dans le gouvernement et autres, qu'on remet un peu en question nos pratiques, qu'on remet un peu en question nos pratiques RH, qu'on remet un peu dans nos questions de nos pratiques autour de nos activités et autres, en tout cas de tout ce qu'on fait pour vraiment se demander à quel point suis-je ouvert, puis aller un peu au-delà de ça, puis dire, au lieu de juste comment je peux m'ouvrir, mais est-ce que je peux impliquer les personnes que je veux ouvrir ces opportunités-là dedans, tu vois? Parce que des fois, on veut bien faire, on se dit, je vais revoir mes pratiques RH, que ça soit inclusif ou non, mais on est des humains, on a des bias. Peu importe, tu peux être l'allié numéro 1 derrière les personnes. Tu as des bias parce que d'où tu viens, ta culture, ta langue, etc. Donc, c'est prendre en considération puis accepter qu'on a tous ces bias-là, qu'on est humain, puis vraiment, c'est une vision où les gens reconnaissent un peu plus qui ils sont, qu'on travaille sur soi, puis qu'on ouvre vraiment cette porte-là à ces personnes-là, de nous éduquer, les personnes qui vivent ces réalités-là, de nous partager, pas nécessairement c'est nous éduquer, mais nous partager leur vision, puis qu'on s'ouvre à cette vision-là, puis on s'ouvre à leur perspective, à leur expérience, puis qu'on intègre tout ça dans qui on est. Un beau petit mélange. Je pense que ça qui fait la beauté aussi du Canada, puis même du Nord, c'est ce mélange-là de culture, de vision, puis à faire sur une société où tout le monde pense la même chose, ça va pas, c'est pas ça qu'on cherche non plus. On veut vraiment justement cette mélange, cette impulsion d'idées, des gens qui disent, écoute, moi, je suis pas d'accord, je vois ça comme ça, l'autre voit comme ça discute. Une personne part avec une vision de l'autrui, l'autre part avec cette vision-là, puis ça chamboule dans nos têtes là. Donc, je sais pas, ça répond pas vraiment. Je pense que je demande plus de chaos qu'autre chose là. Contrairement, il y a Nico qui disait être actif dans la communauté, à moi qui demande à tout le monde d'avoir un peu le chaos dans leur tête, mais il y a toujours un calme après la tempête, puis je pense que c'est ça. Il faut qu'on traverse un peu cette tempête-là de remue-ménage personnel, communautaire, organisationnel, institutionnel, systémique, justement, où qu'on se remet de plus en plus en question, puis que même quand il y a le calme après la tempête, où on pense que c'est avancé, mais qu'on n'oublie pas que c'est correct de temps en temps qu'il y a une petite tempête qui passe là, pour nous secouer un peu les idées, puis nous ouvrir à d'autres choses. La conclusion que le terme actif, j'ai envie de dire, actif dans tous les sens du terme, est le mot, en tout cas, de la fin ou de la vision de justement l'implication des personnes alliées, mais aussi l'implication des personnes concernées par les sujets, puis que tout le monde se mette en fait dans une dynamique ensemble, d'ouverture, puis avec des points de divergence, des points de convergence, quelque chose de quand même très dynamique pour justement pouvoir engager des changements systémiques. C'est ça que je retiens en tout cas de votre vision. Un grand merci. On voit l'importance en tout cas des personnes alliées aussi et que tout le monde justement travaille ensemble. Donc c'était un grand plaisir de vous avoir. Puis merci justement d'être des personnes alliées au quotidien. Nous arrivons à la conclusion de ce balado, Debout du Nord, qui a permis de mettre en perspective de manière pan-territoriale et avec les différentes communautés les résultats de l'étude Renforcer le leadership des femmes francophones du Nord. Pour finir en fanfare, nous avons l'honneur de recevoir les 3 personnes représentantes des 3 organismes qui ont rendu cela possible. La Fédération franco-ténoise, l'Association des francophones du Nunavut et les Essentiels. Ainsi, nous allons échanger avec Audrey des Territoires du Nord-Ouest, Marie-France du Nunavut et Nina du Yukon. Marie-France, est-ce que tu pourrais te présenter et du coup nous expliquer pourquoi cette étude est importante selon toi? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marie-France Talbot. Je suis la gestionnaire du centre de formation à l'Association des francophones du Nunavut et je suis aussi la personne qui supervise tous les projets de femmes et égalité des genres qui se passent au sein de la FN. Donc, pour moi, cette étude-là, elle est importante parce qu'elle permet de mettre des mots sur des réalités qu'on connaît déjà au Nunavut, qu'on devinait, mais qui n'avaient pas jamais été clairement étudiées, démontrées. Souvent, c'est intéressant d'avoir des données. Souvent, on a des impressions, mais là, on a des données pour venir confirmer nos impressions. Donc, en ça, l'étude est intéressante. Même si nos chiffres étaient petits, ça nous donne quand même une vision du leadership féminin dans notre communauté. Nina, au niveau du Yukon, quels sont les différents éléments, en tout cas, qui font que cette étude est importante? Puis aussi, si tu peux te présenter.
Donc, je suis Nina Brandelic et je suis la directrice des Essentiels, donc située dans le Yukon. Moi, je rebondis vraiment sur ce que disait Marie-France, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a toujours un ressenti au niveau des réalités qu'on vit. Et là, ce ressenti, c'était très intéressant d'avoir vraiment des chiffres, d'avoir des données et de pouvoir vraiment quantifier les choses. Et ce manque de données, je trouve, c'est quelque chose qu'on retrouve, je pense, dans les 3 territoires, qu'on retrouve au Yukon. C'est-à-dire que on est une petite communauté. On est encore une plus petite communauté francophone et on est une plus petite communauté de femmes francophones. Donc le fait vraiment de pouvoir récolter ça et récolter tous ces chiffres, j'ai trouvé ça, je trouve que c'est une grande force pour la suite. Et je pense vraiment que c'est important cette étude parce qu'elle touche aussi à des choses qui sont, je dirais, assez particulières au territoire, mais en même temps assez universelles. C'est-à-dire pour la question d'équité de genre. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans cette étude, c'est-à-dire que d'avoir des femmes qui peuvent accéder de manière régulière à des postes de leadership, c'est un indicateur de savoir comment, je trouve, un endroit est structuré, comment un territoire est structuré. Est-ce que il y a une politique de diversité, équité, inclusion dans les entreprises, au niveau de la charge mentale, au niveau du travail invisible, au niveau de la balance vie personnelle, vie professionnelle. Tout ça, c'est des indicateurs, je trouve, qu'on retrouve effectivement dans cette étude. Et puis je pense peut-être la troisième chose que je trouve vraiment intéressante dans ce projet pan-territorial, c'est au niveau de la francophonie. C'est-à-dire que nous, on s'est vraiment aperçu au Yukon qu'il y avait beaucoup d'enjeux sur les femmes immigrées francophones. Sur le fait que quand on est francophone, on n'a pas forcément accès à la même carrière, on n'a pas la même reconnaissance des diplômes, on n'a pas la même reconnaissance de l'expérience. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup les territoires et c'est très intéressant de pouvoir mettre, encore une fois, des chiffres et puis des mots dessus. Audrey, si tu pouvais te présenter et nous dire justement ce que tu penses en tout cas de l'importance de cette étude par rapport justement à ce qui vient d'être dit ou de manière générale pour les territoires du Nord-Ouest. Oui, donc je m'appelle Audrey Fournier, je suis directrice générale de la Fédération franco-ténoise au territoire du Nord-Ouest. Donc, comme mes collègues l'ont mentionné certainement, ça nous amène des données. C'est vraiment une problématique qu'on avait au territoire du Nord-Ouest de ne pas connaître, en fait, à qui on s'adressait, pas connaître la population de femmes, ses réalités, ses besoins. On avait une mauvaise visibilité là, réellement sur leurs besoins, leurs enjeux. Donc, c'est venu clarifier beaucoup de choses pour nous. Puis, ça nous permet de mieux cibler nos actions pour la suite. Ça nous permet aussi de ne pas rater d'opportunités. Je pense que dans le passé, c'est un problème quand il y a du financement qui est disponible ou on a des opportunités de mettre des actions en œuvre, mais finalement, on connaît mal, on ne sait pas comment la communauté va réagir, si c'est vraiment pertinent de le faire. Donc, puis il faut aussi argumenter auprès des bailleurs de fonds. Donc, les données, c'est vraiment le nerf de la guerre là, pour les communautés en situation minoritaire. Donc, certainement ce point-là. Je pense aussi que c'est venu créer une belle dynamique de travail au niveau pan-territorial. Donc, c'était très pertinent de sortir de nos territoires respectifs, de nos réalités respectives aussi, puis de voir un peu ce qui nous rassemblait, puis ce qui se dégageait de plus haut, là, d'un plus haut niveau aux 3 territoires. On a appris à travailler ensemble, puis je pense que ça a créé aussi un désir pour la suite de continuer à procéder de cette façon-là. Puis au niveau territorial, je pense aussi que c'est important de faire ce processus-là pour renforcer nos capacités à l'interne aussi comme fédération. Puis tout l'appui aussi qu'on a été capable de mettre en place pour nos membres. Je pense que c'est ça a eu un impact au-delà aussi de la donnée, là, mais c'est venu nous outiller, puis renforcer nos compétences de façon générale. Puis justement, dans cette continuité, ou en tout cas cette dynamique que tu as précisée, c'est quoi selon toi justement la vision de ce projet au niveau pan-territorial, puis sur ton territoire? Oui, au niveau territorial,
notre mandat, je dirais, ou en tout cas notre vision au départ, c'était vraiment de fournir des données, donc d'aller chercher plus d'informations sur les besoins, les enjeux, de brosser un portrait des femmes, puis le tout pour informer nos membres, informer les organismes qui travaillent au plus près de la population, qui font des diverses activités, puis qu'eux puissent aussi se saisir de ces nouvelles données-là pour orienter leurs initiatives, leurs activités, les rendre plus accessibles aux femmes dans toute leur diversité. Donc ça, c'est plus au niveau du territoire. Je pense que notre vision du moins pour la suite, au niveau pan-territorial, c'est vraiment de continuer avec la mise en place d'une table de concertation pan-territoriale. Donc, comme on disait tantôt, il y a des éléments qui se recoupent dans les études là, de chacun de nos territoires. Donc, il y a vraiment des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble puis être plus efficace à plusieurs. Puis, c'est vraiment ce qu'on veut faire pour la suite. Donc, mettre en œuvre les recommandations, créer davantage d'outils, de ressources, puis aussi, en fait, même étendre le mandat, disons, de la table pan-territoriale, pas seulement, donc, aux questions reliées aux femmes et à l'égalité des genres, mais à toutes les questions d'équité, diversité, inclusion et accessibilité. Donc, on irait aussi chercher d'autres organismes, d'autres partenaires, donc pas seulement les 3 organismes là, qui ont été impliqués dans ce projet-ci, mais d'autres organismes dans les territoires qui jouent un rôle auprès de la communauté. Puis, peut-être même aussi des organismes qui sont en dehors de la francophonie, mais qui ont, par exemple, des personnes dans leur sein qui peuvent parler français puis qui bénéficieraient là, de se joindre à nous. Donc, c'est un peu ça la vision pour le futur. Nina, c'est quoi ton positionnement, ta vision au niveau du projet pour le Yukon, mais aussi au niveau pan-territorial? Moi, très clairement, je pense que c'est vraiment un projet qui est que j'espère être la base d'actions futures. Parce que quand j'ai eu la chance d'assister à des réunions, notamment avec Charlie Rose pour justement dans la phase de récolte des données, et c'était vraiment des échanges avec nos membres, avec les femmes francophones qui étaient vraiment de qualité. Et je pense que c'est vraiment une base très solide qu'on peut utiliser par la suite, déjà pour faire des actions comme on est en train de faire, notamment par exemple au niveau de la communication inclusive, auprès des organisations qui sont portées volontaires. Mais je pense que c'est vraiment aussi un projet qui est amené à se poursuivre, je l'espère. Ça peut être par la création de partenariats, effectivement, continuer à renforcer la collaboration. Mais je pense que c'est vraiment effectivement quelque chose qu'il faut poursuivre et qu'il faut garder. C'est quoi la vision qui se dégage au niveau pan-territorial pour le Nunavut? C'est quoi la dynamique par rapport à ce projet? Mais je vais rebondir tout à fait sur ce que les collègues disent. Je suis tout à fait d'accord avec elles que ce qui ressort beaucoup de cette recherche-là, de ce projet-là, c'est que cette recherche-là, c'est un outil de base pour nous amener plus loin, pour pousser la réflexion plus loin. Parce que, les femmes dans nos territoires, c'est pas un manque de motivation, c'est pas un manque de talent. Elles ont besoin de conditions, qui favorisent le leadership. On vit dans des milieux avec des défis systémiques, l'isolement, le coût de la vie, le logement, la pénurie de services de garde, d'école, le blizzard qui frappe. Il faut tout remettre notre vie rapidement sur les rails. Alors, c'est vraiment un bel outil, dans le fond, cette recherche-là, pour vraiment venir aider à mettre les politiques d'équité, diversité, inclusion de l'avant. Souvent, l'équité, diversité, inclusion, c'est quelque chose qui est fait un peu sur le coin d'une table, mais avec une recherche comme ça, un projet comme ça, mais ça l'aide à rendre ça plus visible, à montrer l'importance, à rendre ça, on espère, plus systématique dans nos organisations aussi. Ça nous aide vraiment à passer au prochain niveau. Donc, pour moi, cette recherche-là, c'est vraiment un point de départ pour aller plus loin, pour aider les femmes à accéder au leadership qu'elles ont envie. Est-ce que tu auras un dernier mot de la fin? Je pense que c'est vraiment un point de départ. C'est vraiment ça qui est important. Je pense que les prochaines étapes vont, entre autres, passer par une collaboration
Au niveau des 3 territoires, on est des petites communautés avec des ressources parfois limitées. Alors, si on est capable de travailler ensemble, de mettre nos ressources ensemble, mais ça aide tout le monde à aller plus loin. Alors, dans nos communautés, il faut qu'on travaille ensemble entre organisations francophones avec les autres organisations, mais aussi au niveau des territoires, le fait de travailler ensemble, ça va vraiment être une force qui va nous aider à avancer sur tous les sujets qui touchent le leadership, l'équité, diversité, inclusion. Et toi, Audrey, du coup, ce serait quoi ton mot de la fin? Je pense que l'idée de travailler ensemble est vraiment importante là-dedans. On est des petites communautés, puis nos contextes sont très changeants depuis quelques années. Il faut être en constante évolution puis adaptation. Donc, je pense que aller chercher des ressources puis de l'appui de nos collègues qui ont peut-être vécu des choses semblables, mais juste avant nous, ou qui vont peut-être les vivre juste après nous. Donc, ça peut certainement nous aider. Puis, comme on tend à dire dans le réseau, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, c'est peut-être un peu ça mon mot de la fin. Et donc, Nina? Je vais vraiment rejoindre ce qui a été dit. Je pense qu'il y a un vrai intérêt de nos communautés pour ce type de projet. Donc, je trouve que déjà, c'est quelque chose qui justifie ce qu'on fait. Et puis, je pense vraiment que le fait de la panterritorialité en elle-même, je trouve vraiment que c'est une énorme force, surtout pour les communautés du Nord. Et je trouve vraiment très intéressant de voir que les 3 territoires ont vraiment des similarités, où on peut effectivement se retrouver et on peut aller de l'avant ensemble, et en même temps suffisamment de différences pour qu'on puisse vraiment apprendre les uns des autres. Et je trouve que c'est vraiment une force. Nous arrivons à la fin de ce balado Debout du Nord. Donc merci d'avoir pris ce moment avec nous dans cet espace panterritorial de partage et d'histoire. Si cet épisode t'a fait penser, sourire ou voir les choses autrement, alors notre mission est réussie. Prends soin de toi, garde cette curiosité bien vivante. Nous t'invitons aussi à suivre les événements et le contenu qui seront développés tout au long du mois de mars et pendant toute l'année autour des droits des femmes dans chaque territoire. Pour finir, nous remercions profondément toutes les personnes et les organismes qui ont participé et ont rendu cette action possible. Nous avons aussi une pensée pour l'équipe de Médias Ténois. Leur expertise et leur enthousiasme ont permis de concrétiser ce balado et de lui donner vie. À très bientôt, merci. Ce balado a été enregistré en simultané sur plusieurs territoires. Au Yukon, nous reconnaissons que l'enregistrement a eu lieu sur les terres traditionnelles et non cédées de la Première Nation Kwanglingun ainsi que du Conseil Taangkwachan. Au Nunavut, nous reconnaissons avec respect et humilité que nous nous trouvons en terre inuit et nous remercions la communauté inuit pour son accueil et son inclusion. Au territoire du Nord-Ouest, nous reconnaissons que nous nous trouvons sur le territoire du chef dégrisé, terre de la Première Nation des Dene Yellowknife et plus récemment sur la terre d'origine de l'Alliance des Métis du Slave Nord. Nous rendons hommage au patrimoine historique, linguistique et culturel des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les premiers peuples de ce territoire dont la présence continue d'enrichir la vie de nos communautés. Enfin, nous remercions nos bailleurs de fonds, Femmes et Égalité de genre Canada, pour son soutien à la réalisation de ce balado. Une production Médias Ténois.